Richard Bang, la DESA américain. Le 27 décembre 1942, à 3h47 du matin, le sous-lieutenant Richard Bang était assis dans le cockpit de son P-38 Lightning sur l'aérodrome de Lockheed, près de Port Moresby. Il regardait le soleil se lever sur les montagnes Owen Stanley pendant que son chef d'équipe terminait la vérification avant vol. Bang avait 22 ans, fraîchement arrivé des États-Unis. 0 mission de combat, 0 victoire. 40 appareils japonais se dirigeaient vers la tête de pont alliée à Buna. Bang allait voler droit vers eux avec seulement 11 autres P-38 du 39e escadron de chasse. Bang était en Nouvelle-Guinée depuis la mi-novembre. Il était censé être avec le 9e escadron de chasse du 49e groupe de chasse, mais il pilotait encore des P-40 Warhawk. Le général George Kenney avait envoyé Bang voler temporairement avec le 39e escadron parce qu'il venait de recevoir des P-38 et avait besoin de pilotes qui savaient les piloter. Pendant 6 semaines, Bang avait attendu, s'était entraîné et préparé. Le problème était que savoir piloter un P-38 et savoir survivre au combat dans un P-38 étaient deux choses complètement différentes. Le P-38 Lightning était un chasseur unique au monde. Conception à double moteur, double poutre, train d'atterrissage tricycle, toutes les armes montées dans le nez, rapide en ligne droite, absolument mortel à haute altitude, capable de distancer presque tout ce que les Japonais faisaient voler. Mais il avait un problème qui tuait les pilotes américains. Il ne pouvait pas tourner avec un 0. Le Mitsubishi A6M0 était plus léger, plus agile, plus maniable. Dans un combat tournoyant, le 0 pouvait effectuer un virage horizontal complet beaucoup plus rapidement que le P-38 plus lourd. Cette différence signifiait la mort. La doctrine américaine disait que les pilotes de P-38 ne devaient jamais tourner avec un 0, ne jamais essayer de les surpasser en manœuvre. Utiliser la vitesse, utiliser l'altitude, tactique de plongée et de zoom. Plonger d'en haut, accélérer jusqu'à 640 km/h, tirer, puis remonter en altitude avant que les 0 puissent réagir. Frappe et fuite, ne vous faites pas prendre dans un combat tournoyant, ne ralentissez pas, n'essayez pas de faire un combat de chien. La doctrine était claire. Le problème était que la doctrine fonctionnait parfaitement à l'entraînement et échouait catastrophiquement au combat. Bang avait appris le plonger et zoom à Hamilton Field en Californie. Ses instructeurs le lui avaient enfoncé dans le crâne. Ne tournez jamais avec un 0, utilisez votre vitesse, utilisez votre altitude, maintenez toujours votre avantage énergétique. Mais Bang avait aussi entendu les histoires de pilotes qui avaient réellement combattu des 0. Les pilotes japonais étaient intelligents. Ils connaissaient la doctrine américaine. Ils savaient que les pilotes de P-38 essaieraient de plonger, tirer et remonter. Alors ils se sont adaptés. Ils se positionnaient pour forcer les pilotes américains dans des situations difficiles. Ils abattaient les pilotes de P-38 pour qu'ils ralentissent, tournent, perdent leur avantage de vitesse. Et une fois qu'un pilote américain était lent et en train de tourner, les pilotes de 0 se rapprochaient et les tuaient. Les pilotes américains dans tout le Pacifique étaient abattus dans des engagements tournoyants dont ils ne pouvaient pas s'échapper. Le manuel d'entraînement disait que le problème était une erreur de pilote. Les instructeurs disaient que ces pilotes ne suivaient pas la doctrine, mais les pilotes qui survivaient savaient mieux. Le problème n'était pas la discipline du pilote. Le problème était que le combat ne suivait pas les scénarios d'entraînement. Le combat était le chaos. Le combat, c'était des 0 venant de directions auxquelles vous ne vous attendiez pas. Le combat, c'était manquer d'altitude pendant que des 0 étaient encore sur votre queue. Le combat, c'était devoir choisir entre tourner pour aider votre ailier et suivre une doctrine qui vous disait de fuir. Bang ne savait rien de tout cela encore. Il était sur le point de l'apprendre. Le capitaine Thomas Lynch était le chef de vol. Lynch avait 26 ans, déjà un A avec 5 victoires confirmées. 3 de ces victoires étaient venues en pilotant le P-39 Era Cobra, un chasseur tellement inférieur au 0 que les pilotes l'appelaient un piège mortel. Lynch avait survécu en pilotant le P-39 en étant plus intelligent que tout le monde. Il comprenait la gestion de l'énergie, il comprenait le tir de déflexion, il comprenait comment se positionner dans l'espace tridimensionnel pour maximiser ses avantages et minimiser ses vulnérabilités. Plus important encore, Lynch comprenait que le manuel était écrit par des gens qui n'avaient jamais essuyé de tir. Lynch était sur le point d'apprendre à Bang comment vraiment survivre. À 6h15, Lynch a briefé la mission. 12 P-38 assuraient la couverture aérienne au-dessus de la tête de pont de Buna. Ils patrouilleraient à 5500 mètres. Des avions japonais étaient attendus. Le briefing fut court. Lynch ne perdait pas de temps avec la doctrine. Il dit à Bang une chose, reste sur mon aile, fais exactement ce que je fais, ne pense pas, réagis. Si je tourne, tu tournes. Si je plonge, tu plonges. Si je te dis de te dégager, tu te dégages immédiatement, sans hésitation, sans question. Bang comprenait. Il était le nouveau. Son travail était de surveiller l'arrière de Lynch et d'apprendre à rester en vie. À 6h45, ils décollèrent. 12 P-38 montèrent dans l'air matinal, traversèrent les pics de 4000 mètres des montagnes Owen Stanley et prirent des positions de patrouille au-dessus de Buna à 5500 mètres. L'air était clair, l'océan s'étendait bleu jusqu'à l'horizon. En dessous d'eux, des cargos déchargeaient des fournitures pour les troupes américaines et australiennes qui se battaient pour tenir la tête de pont. C'était calme, c'était paisible. C'était le dernier moment de paix que Bang connaîtrait ce jour-là. À 8h10, la station radar de Port Moresby signala des avions japonais entrant, environ 40 chasseurs et bombardiers estimés, à 8 minutes. La voix de Lynch retentit à la radio, calme, mesurée, sans émotion. Il positionna son vol vers le soleil. Avantage d'altitude, avantage de vitesse, position de rebond parfaite. Le cœur de Bang martelait dans sa poitrine, ses mains transpiraient à l'intérieur de ses gants, sa bouche était sèche. Ce n'était rien comme l'entraînement. À 8h18, Bang les vit. Des points contre l'océan qui grandissait. Identification, bombardier en piquet-val avec des Mitsubishi A6M0 en escorte. Lynch les compta, 20-0, 8 vals, 48 appareils japonais au total. 12 P, 38 américains. Rapport de 4 contre 1. Lynch se retourna et plongea. Bang suivit.
Le P-38 accéléra dans la plongée, 480 km/h, 560, 660. La cellule vibrait, les commandes se raidissaient, les valves grossissaient dans son viseur. Lynch tira. Bang vit les traceurs partir, les vit toucher, vit un val exploser, des débris volant partout. Puis Lynch criait à la radio, « Dégage à droite, 0 plongeant d'en haut ». Bang se dégagea à droite. Les forces le plaquèrent contre son siège, sa vision se rétrécit. Il vit un 0 passer si près qu'il pouvait voir le visage du pilote. Le 0 se retourna. Bang essaya de suivre. Son P-38 roula dans le virage. Il semblait lourd, paresseux, comme si les commandes le combattaient. Le 0 était déjà à l'intérieur de son virage, devenait plus petit, s'éloignait. Bang essaya de serrer son virage, tira plus fort sur le manche. Le P-38 trembla, la cellule gémit, l'alarme de décrochage hurla. Il approchait du décrochage, l'avion ralentissait, il était en train de le perdre. La voix de Lynch coupa à travers la radio, « Ne tourne pas avec lui, plonge ». Bang poussa le manche en avant. Le nez du P-38 tomba. Il plongeait loin du 0, construisant de la vitesse, 640 km/h, 670, 720. Le 0 ne pouvait pas suivre, ne pouvait pas plonger aussi vite. Bang était dégagé. Ses mains tremblaient, sa respiration était haletante. Il avait failli mourir, 30 secondes dans son premier combat et il avait failli mourir parce qu'il avait essayé de tourner avec un 0. Il chercha Lynch, le trouva 1000 mètres plus haut. Lynch avait abattu 2 appareils dans le temps qu'il avait fallu à Bang pour à peine échapper à un. Bang remonta en altitude, rejoignit la formation. La voix de Lynch retentit à nouveau à la radio, « Calme, patiente, bien, tu as appris, maintenant regarde ça ». Lynch plongea sur un autre 0. Celui-ci était seul, séparé de la formation, cible parfaite. Lynch arriva depuis le soleil à 640 km/h. Le taux de fermeture était insensé. Le 0 ne le vit jamais. Lynch tira à 180 mètres, porté à bout portant. Le 0 se désintégra, des morceaux tourbillonnant dans l'air. Lynch remonta brutalement, grimpa de nouveau en altitude. Il donnait l'impression que c'était facile. Bang réalisa qu'il regardait quelqu'un qui avait maîtrisé le combat, quelqu'un qui comprenait des choses que le manuel d'entraînement n'enseignait jamais. Le combat aérien continua pendant 17 minutes. Bang resta sur l'aile de Lynch, regarda tout ce que Lynch faisait, comment il se positionnait, comment il utilisait l'altitude, comment il ne ralentissait jamais, comment il ne restait jamais assez longtemps au même endroit pour que les 0 se coordonnent contre lui, comment il choisissait des cibles isolées, vulnérables, distraites, comment il tuait avec précision puis disparaissait avant que l'ennemi puisse réagir. Ce n'était pas ce qu'ils enseignaient à Hamilton Field. C'était quelque chose d'entièrement différent. Bang eut une autre chance. Un 0 poursuivait un P-38 en dessous de lui. Le pilote du P-38 était en difficulté, tournant fort, lent, le 0 se rapprochait. Bang se retourna et plongea, le P-38 accéléra. Le 0 grossit dans son viseur. Le pilote japonais était fixé sur sa cible, ne vit pas Bang arriver. Bang pressa la gâchette. 4 mitrailleuses de calibre 50 et un canon de 20 mm ouvrirent le feu. Le recul secoua l'avion, les traceurs partirent. La plupart manquèrent, quelques-uns touchèrent, des étincelles jaillirent de l'aile droite du 0. Pas assez. Le 0 fit un snap roll à gauche et plongea. Bang suivit. Cette fois, il n'essaya pas de tourner avec. Cette fois, il garda sa vitesse, utilisa son angle de plongée, anticipa où le 0 serait, tira à nouveau. Rafale de 3 secondes. Les balles remontèrent le fuselage du 0 de la queue au moteur. Le moteur explosa, de la fumée noire en sortit. Le 0 se retourna et tomba vers la jungle en dessous, traînant du feu. Première victoire de Bang, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. La voix de Lynch à la radio, « Bonne victoire, maintenant sors de là ». Bang leva les yeux. 3-0 plongeait sur lui. Il avait une vision tunnel, s'était concentré sur sa cible et avait oublié de vérifier ses arrières. Erreur fatale. Lynch roulait déjà sur les 0 plongeants. Bang poussa les manettes en avant et plongea, utilisa la vitesse du P-38 pour s'échapper. Les 0 ne pouvaient pas le rattraper. Lynch les engagea d'en haut, en abattit un, dispersa les 2 autres. Il sauva la vie de Bang. L'engagement dura 17 minutes au total. Le 39e escadron de chasse revendiqua 12 appareils japonais détruits. 2 0 et un val pour Lynch, 1 0 et un val pour Bang. D'autres pilotes obtinrent le reste. Aucune perte américaine. Les bombardiers japonais n'atteignirent jamais la tête de pont. Ils firent demi-tour après avoir perdu leur escorte de chasse. Mission réussie. Quand Bang atterrit à Loki à 9h15, ses mains tremblaient encore. Sa combinaison de vol était trempée de sueur. Il sortit du cockpit et marcha sur des jambes chancelantes jusqu'à l'endroit où Lynch débriefait avec les autres pilotes. Lynch le vit arriver, sourit, « Bienvenue à la guerre, petit ». Le débriefing dura 1 heure. Chaque pilote décrivit ce qu'il avait vu, où il s'était engagé, ce qu'il avait abattu. Les officiers du renseignement prenaient des notes. Victoire confirmée, victoire probable, appareils endommagés. Le 39e escadron avait bien performé. 12 appareils ennemis détruits pour aucune perte. Mission parfaite selon les chiffres. Mais Bang connaissait la vérité. Il avait failli mourir dans ses 30 premières secondes de combat, avait failli se faire tuer en essayant de tourner avec un 0, avait failli oublier de vérifier ses arrières en se concentrant sur une cible. Lynch lui avait sauvé la vie 2 fois. Une fois en lui apprenant à plonger, une fois en tirant les 0 de sa queue. Sans Lynch, Bang serait mort. Après le débriefing, Lynch tira Bang à part. Ils marchèrent jusqu'au bord de l'aérodrome, s'assirent sur des fûts de carburant vides. Lynch alluma une cigarette, en offrit une à Bang. Bang ne fumait pas. Lynch haussa les épaules, commença à fumer les 2. Lynch parla pendant 20 minutes, expliqua ce que Bang avait fait de bien, expliqua ce que Bang avait fait de mal. La plongée était bonne, utiliser la vitesse était correct. Mais Bang devait maintenir une meilleure conscience situationnelle, devait savoir où tous les appareils ennemis étaient en tout temps, devait vérifier ses arrières constamment, ne jamais se fixer sur une cible, ne jamais oublier que d'autres ennemis existent. Lynch expliqua la philosophie du combat rapproché en détail.
Pourquoi ça marchait? Pourquoi c'était nécessaire? À longue portée, le tir de déflexion nécessitait une prédiction parfaite, un timing parfait. Une erreur et vous manquiez. À courte portée, les erreurs n'importaient pas autant. Pointez le nez vers la cible, pressez la gâchette, touchez. Simple, dangereux, mais efficace. Bang écouta, absorba tout, posa des questions. Lynch répondit patiemment. Ce n'était pas comme ça que l'Army Air Force enseignait le tir. C'était une connaissance pratique gagnée par la survie. Lynch partageait des leçons qu'on ne pouvait trouver dans aucun manuel. Ce qui s'est passé dans les 23 mois suivants transformerait Bang d'un nouveau pilote avec 0 victoire en l'as de chasse le plus mortel d'Amérique. Mais ce n'est pas arrivé parce qu'il a suivi la doctrine. C'est arrivé parce que Lynch lui a appris à ignorer la doctrine quand la doctrine le ferait tuer. La doctrine officielle de l'US Army Air Force en 1942 disait que le tir était tout. Si vous pouviez bien tirer à longue portée, vous seriez un pilote de chasse à succès. L'entraînement mettait l'accent sur le tir de déflexion, devancer la cible, calculer l'angle correct, tirer à 360 mètres, 540 mètres, portée effective maximale des mitrailleuses de calibre 50. L'idée était de détruire l'ennemi avant qu'il ne se rapproche assez pour riposter. Ça avait du sens, c'était logique, c'était complètement faux. Bang avait été instructeur de tir à Luke Field en Arizona avant d'être envoyé dans le Pacifique. Il savait tirer, il comprenait les mathématiques de la déflexion, il pouvait toucher des cibles sur le champ de tir avec une précision impressionnante. Mais le combat n'était pas un champ de tir. Le combat impliquait des cibles qui manœuvraient violemment en 3 dimensions, des cibles qui ripostaient, des cibles qui plongeaient, roulaient et se retournaient quand vous tiriez dessus. Bang réalisa rapidement que ses compétences de tir, impressionnantes sur un champ de tir, étaient médiocres au mieux quand la cible essayait de le tuer. Lynch lui enseigna quelque chose que le manuel ne mentionnait jamais. Rapprochez-vous tellement que vous ne pouvez pas manquer. Ignorez la portée effective maximale, ignorez les angles de déflexion. Arrivez à 180 mètres, 90 mètres, 45 mètres si nécessaire. Pointez votre nez vers la cible et pressez la gâchette. À cette portée, même un tir médiocre devient létal. Lynch disait que la meilleure portée pour le combat était quand vous pouviez voir l'expression sur le visage du pilote ennemi. La tactique était incroyablement dangereuse. Se rapprocher autant signifiait voler à travers le tir défensif de l'ennemi, risquer la collision, voler à travers les débris quand la cible explosait. Le P-38 de Lynch avait été endommagé plusieurs fois en volant à travers les débris d'appareils qu'il venait de détruire. Lors d'une mission fin novembre 1942, Lynch vola si près d'un zéro que des morceaux de l'appareil qui explosaient endommagèrent sa poutre droite. Il revint à peine à la base. Mais Lynch survécut parce qu'il comprenait quelque chose de crucial, être dangereux pour soi-même était mieux qu'être inefficace contre l'ennemi. Mieux valait risquer la collision que de manquer chaque tir. Bang adopta complètement la philosophie de Lynch. En janvier 1943, Bang abattit un Nakajima qui, 43 Oscars au-dessus du golfe de Huon. Sa 5e victoire. 5 victoires faisaient de lui un as. Ça avait pris exactement 2 semaines de combat. L'officier du renseignement demanda à Bang comment il abattait tant d'appareils. Bang lui dit qu'il se rapprochait. À quelle distance? Assez près pour voir les rivets sur l'appareil ennemi. L'officier du renseignement dit que c'était trop près. Bang dit que ça marchait. Dans les mois qui suivirent, Bang affina la technique du combat rapproché en une forme d'art. Il apprit à prédire où les pilotes ennemis manœuvreraient, apprit à se positionner pour que quand ils se retournaient ou plongeaient directement dans ses canons. Il apprit à tirer de courtes rafales au lieu de longeer, apprit à attendre le moment parfait quand la cible remplissait tout son pare-brise avant de presser la gâchette. Son pourcentage de touche s'améliora dramatiquement, non pas parce que son tir s'améliora, mais parce que la portée se réduisit. Le 7 janvier 1943, Bang vola une mission d'escorte de P-40 Kitty Hawk bombardant un convoi japonais au large de l'AE. La mission fut interceptée par des Nakajima qui, 43 Oscars du 11e santé japonais. Lors d'un duel de 5 minutes, Bang abattit un Oscar. L'engagement était différent de son premier combat. Cette fois, Bang maintint une meilleure conscience situationnelle, cette fois il se rappela de vérifier ses arrières, cette fois il utilisa ce que Lynch lui avait enseigné. Ça marcha. Le 3 mars 1943, pendant la bataille de la mer de Bismarck, Bang engagea une formation d'appareils japonais escortant un convoi de troupes. Il abattit un zéro en utilisant une rafale de 3 secondes à 90 mètres. Plus tard, il estima qu'il avait été assez près pour voir le pilote essayer de s'éjecter. Le 29 mars, Bang endommagea son P-38 tellement gravement en volant à travers des débris qu'il dut faire un atterrissage forcé à l'aérodrome de Maryland. L'appareil fut considéré comme une perte totale. Bang s'en sortit sans blessure. L'équipe de maintenance trouva des morceaux d'appareils japonais incrustés dans les ailes de Bang, des fragments d'aluminium, des bouts de tissu, preuve de la proximité où Bang avait été quand il avait tiré. En avril 1943, Bang avait 14 victoires confirmées. Il fut promu premier lieutenant. Le général Kenney lui demanda ses tactiques. Bang expliqua la philosophie du combat rapproché. Kenney dit que c'était imprudent. Bang dit que c'était efficace. Kenney fut d'accord et dit aux autres pilotes d'apprendre de l'exemple de Bang. La nouvelle se répandit dans la 5e force aérienne. La doctrine officielle resta inchangée, mais officieusement, les pilotes de toute la 5e force aérienne commencèrent à réduire la portée. Lynch et Bang volèrent ensemble constamment. Ils développèrent une compétition informelle, qui pouvait abattre le plus d'appareils japonais. En juillet 1943, ils étaient à égalité avec 11 victoires chacun. Le 26 juillet, Bang eut son meilleur jour de la guerre, 4 victoires en une seule mission au-dessus de l'AE. La mission était un balayage de chasse à haute altitude. Le vol de Bang intercepta des chasseurs japonais escortant des bombardiers. Bang abattit 4 appareils en succession rapide en utilisant la technique de combat rapproché que Lynch lui avait enseignée. La première victoire vint à 180 mètres, la deuxième à 135 mètres, la troisième à 68 mètres, la quatrième à 45 mètres. Chaque engagement plus proche que le précédent, chaque victoire plus dangereuse mais plus certaine. Bang retourna à la base avec son P-38 endommagé par les débris du 4e appareil.
Son ailier dit que Bang avait volé à travers l'explosion, que des morceaux du Zero avaient frappé l'appareil de Bang, que c'était le vol le plus agressif qu'il ait jamais vu. Lynch le félicita, dit que Bang devenait trop bon, lui dit de ralentir et de laisser le reste d'entre eux le rattraper. Bang rit, dit que Lynch devrait voler plus vite. Mais la compétition était amicale. Ils se poussaient mutuellement à être meilleurs, à survivre plus longtemps, à perfectionner leur article. La rivalité les rendit tous deux plus mortels. En août, Bang fut promu capitaine. Il nomma son P-38 Marge d'après sa petite amie, Marjorie Vatandal, qu'il avait rencontrée lors d'une permission à Superior, Wisconsin. Il fit peindre sa photographie sur le nez de l'appareil. D'autres pilotes commencèrent à demander conseil à Bang, comment obtiens-tu tant de victoires? Même réponse à chaque fois, rapproche-toi, assez près pour ne pas pouvoir manquer, assez près pour que ça te fasse peur, c'est la bonne portée. En septembre 1943, Bang avait 16 victoires confirmées. Lynch en avait aussi 16. Ils étaient les Américains leaders dans le théâtre du Pacifique. D'autres pilotes commençaient à combler l'écart, mais Lynch et Bang étaient constamment en haut du classement. Ils se poussaient l'un l'autre. Chaque victoire de Lynch motivait Bang à voler plus agressivement, chaque victoire de Bang motivait Lynch à prendre plus de risques. Ils étaient amis, ils étaient rivaux. Ils essayaient de battre le record de la Première Guerre mondiale du capitaine Eddie Rickenbacker de 26 victoires aériennes. La compétition entre a été connue du public à la maison. Les journaux suivaient les scores, les émissions de radio annonçaient les nouvelles victoires. Les Américains suivaient la course pour battre le record de Rickenbacker comme un événement sportif. Le département de la guerre comprenait la valeur de propagande. Les aides de chasse humanisaient la guerre, donnaient aux Américains des héros pour lesquels ils pouvaient applaudir, de jeunes hommes qu'ils pouvaient imaginer être. Chaque victoire remontait le moral, chaque interview vendait des bons de guerre. Mais la compétition avait un côté plus sombre. Certains pilotes prenaient des risques inutiles en chassant des victoires, plongeaient dans des situations qu'ils auraient dû éviter, restaient en combat plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Le désir de reconnaissance supplantait l'instinct de survie. Plusieurs apprometteurs moururent en poussant trop fort. Bang et Lynch voyaient ça arriver. Ils en parlèrent, convinrent que rester en vie importait plus que de battre des records. Mais la pression était toujours là, les journaux, la radio, les lettres de chez eux demandant leur score. Lynch fut promu major et reçut le commandement du 39e escadron de chasse en mars 1943. Plus tard, il fut promu lieutenant-colonel et reçut le commandement de tout le 35e groupe de chasse. Il continua à voler des missions de combat malgré ses responsabilités de commandement, continua à enseigner aux jeunes pilotes, continua à repousser les limites de ce qui était considéré comme des tactiques de combat acceptables. Le 8 mars 1944, Lynch et Bang volèrent une mission ensemble au-dessus du port de Wewak. Ils repérèrent des barges japonaises déchargeant des fournitures. Lynch mena l'attaque, plongea bas, mitrailla les barges au canon, en mit une en feu, appela Bang qu'il faisait un deuxième passage. Bang suivit. Alors qu'il revenait, le tir au sol s'ouvrit depuis des positions qu'il n'avait pas vues au premier passage, des canons anti-aériens de 20 mm cachés dans la jungle. Le moteur droit de Lynch prit plusieurs coups, explosa. Le feu se propagea sur l'aile. La voix de Lynch retentit à la radio, calme d'abord, puis urgente, « Je suis touché, moteur foutu, feu qui se propage, je sors ». Bang regarda le P-38 de Lynch grimper lentement, traînant de la fumée noire, le feu consumant la poutre droite. Lynch luttait pour l'altitude, essayant de monter assez haut pour que son parachute ait le temps de se déployer. L'appareil tremblait, des morceaux tombaient. Lynch réussit à grimper à environ 600 mètres, mais le feu se propageait plus vite. Il atteignit le cockpit, il ne pouvait plus attendre, il devait s'éjecter. Bang vit la verrière s'envoler, vit Lynch sauter, mais l'appareil avait perdu trop d'altitude pendant ces dernières secondes. Lynch s'éjecta à environ 30 mètres au-dessus de la canopée de la jungle. Son parachute se déploya, ondula, commença à peine à s'ouvrir, mais il n'y avait pas assez d'altitude, pas assez de temps. Lynch heurta la canopée de la jungle pendant que son parachute se déployait encore. La soie blanche disparut dans les arbres verts. Bang fit des cercles dans la zone, appela à la radio. Pas de réponse. Fit un nouveau cercle. Rien. Le tir au sol commença à le suivre. Il devait partir. Son carburant était bas, son propre appareil avait été touché. Il devait retourner à la base. Il marqua la position sur sa carte, grimpa en altitude, rentra seul. Des équipes de recherche cherchèrent Lynch pendant 3 jours. Ne trouvèrent rien. La jungle était trop épaisse, la zone trop dangereuse. Les patrouilles japonaises contrôlaient la région. Lynch fut déclaré disparu au combat, plus tard confirmé tué au combat. Son corps ne fut jamais récupéré. Lynch avait 20 victoires confirmées quand il mourut. Il avait 27 ans. Bang ne vola pas pendant une semaine. Le général Kenney le cloua au sol, dit qu'il avait besoin de repos, besoin de temps pour traiter ce qui s'était passé. Bang passa cette semaine en Australie, ne parla pas beaucoup, ne dormit pas bien. Il continuait à voir Lynch s'éjecter, continuait à voir ce parachute onduler. Pas assez d'altitude, jamais assez d'altitude. Quand Bang retourna au service, quelque chose avait changé. Il était plus calme, plus concentré, plus agressif au combat, mais plus prudent quant aux risques inutiles. Lynch lui avait appris à être mortel. La mort de Lynch lui apprit que même les meilleurs pilotes pouvaient être tués par la malchance, un tir au sol aléatoire, mauvais endroit, mauvais moment. Aucune quantité de compétences ne pouvait protéger contre tout. Bang continua à voler. Janvier 1944, février, mars. Chaque mois apportait plus de victoires, plus d'appels serrés, plus d'amis perdus. La guerre continuait. Les Japonais étaient repoussés, ils parirent. La supériorité aérienne américaine grandissait, mais les combats restaient brutaux. Chaque mission pouvait être la dernière. Bang le savait, l'acceptait, continuait à voler quand même. À la fin mars 1944, Bang avait 25 victoires confirmées, à une victoire d'égaler Rickenbacker. La pression s'intensifia. Tout le monde voulait être là quand il battrait le record. Photographes, reporters, caméramens d'actualité. Bang les ignora, se concentra sur la mission, sur rester en vie, sur ramener ses alliés en sécurité.
Le 12 avril 1944, Bang abattit ses 26e et 27e appareils japonais, 2-0 au-dessus de Hollandia. Cela lui donna 27 victoires au total, une de plus que le record de Rickenbacker de la Première Guerre mondiale. Bang était maintenant l'as de chasse américain leader de l'histoire. Le général Kenney, le promu major, le renvoya aux États-Unis pour une tournée de publicité, rassemblement de bons de guerre, discours, interviews. Bang détestait ça. Il voulait voler, voulait être de retour au combat. Mais Kenney dit que Bang était trop précieux comme propagande, que l'Amérique avait besoin de héros, que Bang devait jouer le rôle. Pendant 3 mois, Bang voyagea en Amérique, parla dans des usines, visita des bases d'entraînement, serra la main de politiciens, sourit pour les caméras, raconta des histoires aseptisées sur le combat aérien. Il ne mentionna jamais la peur, ne mentionna jamais avoir regardé des amis mourir, ne mentionna jamais Lynch. Le public voulait un héros. Bang leur donna ce qu'il voulait, mais à l'intérieur il se sentait comme un imposteur. Les vrais héros se battaient encore, mouraient encore. Lui donnait juste des discours. Bang retourna dans le Pacifique en septembre 1944. Il fut assigné au quartier général du 5e commandement de chasse comme instructeur de tir avancé. Il n'était pas obligé de voler des missions de combat. Son travail était d'enseigner aux jeunes pilotes, transmettre ses connaissances, les aider à survivre. Mais Bang continua à voler quand même, volontairement, contre les ordres. Le général Kenney ferma les yeux, dit que Bang avait gagné le droit de prendre ses propres décisions. La campagne des Philippines était en cours. Les forces américaines revenaient pour libérer les îles que MacArthur avait été forcé d'abandonner en 1942. Les combats étaient intenses. Les défenseurs japonais se battaient avec désespoir. Les attaques kamikazes augmentaient. Chaque mission était dangereuse. Bang les volait quand même. Entre le 10 octobre et le 15 novembre 1944, Bang vola des missions inhabituellement hasardeuses au-dessus de Balikpapan à Bornéo et Leyte aux Philippines. Ce n'étaient pas des vols d'instruction de tir relativement sûrs. C'étaient des missions de combat en première ligne, des frappes de pénétration profonde, des balayages de chasse au-dessus de cibles lourdement défendues. Bang n'était pas obligé de les voler. Il choisit de le faire. Il abattit 8 appareils japonais supplémentaires pendant cette période, portant son total à 36 victoires confirmées. Les missions étaient plus difficiles maintenant. Les Japonais avaient appris, leur tactique avait évolué. Ils n'essayaient plus de tourner avec les P-38. Ils utilisaient des attaques de frappe et fuite, des passages en piqué depuis l'altitude. Frappe rapide puis évasion. Les victoires faciles étaient finies. Chaque victoire nécessitait compétence, patience et chance. Le 3 novembre, Bang abattit 2 appareils au-dessus de la baie d'Ormoc. Le 10 novembre, un autre au-dessus de Leyte. Le 11 novembre, 2 de plus. Les victoires venaient régulièrement, méthodiquement. Bang ne chassait plus les records. Il faisait son travail, protégeait les troupes américaines, nettoyait les cieux, rendait sûr pour les bombardiers et les appareils de transport. Le général Douglas MacArthur remit personnellement à Bang la médaille d'honneur le 12 décembre 1944 à l'aérodrome de Tacloban aux Philippines. Il pleuvait. La cérémonie se tint quand même à l'extérieur. MacArthur jeta son discours préparé, parla du cœur. Major Richard Ira Bang, qui a régné sur les airs de la Nouvelle-Guinée aux Philippines, je vous intronise maintenant dans la société des plus braves des braves, les porteurs de la médaille d'honneur des États-Unis. Le 17 décembre 1944, Bang abattit son 40e et dernier appareil japonais, un Nakajima qui, 43 Oscars au-dessus de San José sur l'île de Mindoro. La mission était un balayage de chasse. Bang volait avec le groupe du lieutenant-colonel Robert Roland. Ils rencontrèrent des chasseurs japonais à 4200 mètres. Bang plongea sur un Oscar solitaire qui s'était séparé de sa formation. Le pilote de l'Oscar le vit venir, essaya d'échapper, se retourna brusquement, plongea. Bang resta avec lui, utilisa tout ce que Lynch lui avait enseigné, maintint la vitesse, anticipa la manœuvre, réduisit la portée, arriva à 45 mètres, tira. Rafale de 3 secondes. Le moteur de l'Oscar explosa. L'appareil se retourna, tomba en tournoyant vers la jungle en dessous. 40 victoires confirmées, plus que tout autre pilote américain de l'histoire, plus qu'aucun pilote ne réaliserait jamais à nouveau. Bang ne célébra pas, ne se sentit pas victorieux, se sentit juste fatigué. 2 ans de combat, 146 missions, 40 victoires, d'innombrables appels serrés, trop d'amis perdus. Lynch, d'autres. La guerre avait en pris. Bang voulait juste rentrer chez lui. Le général Kenney releva immédiatement Bang du service de combat, le renvoya chez lui définitivement. Lui dit qu'il en avait assez fait, que 40 victoires c'était assez, de rentrer chez lui, d'épouser Marjorie et de vivre une longue vie. Bang accepta. Il avait fini de se battre, fini de tuer, fini de regarder des amis mourir. La guerre continuerait sans lui. D'autres pilotes poursuivraient. Bang avait tout donné. Bang épousa Marjorie le 10 février 1945 à l'église luthérienne Concordia à Superior, Wisconsin. 1200 personnes assistèrent au mariage. La presse internationale le couvrit. La DESA d'Amérique épousant sa bien-aimée. Histoire parfaite, fin parfaite. Sauf que l'histoire n'était pas encore terminée. Après le mariage, Bang fut assigné au centre d'essai en vol de l'Air Force à la base aérienne Wright-Patterson dans l'Ohio. En juin 1945, il fut réassigné à la Lockheed Aircraft Corporation à Burbank, Californie comme pilote d'essai pour le nouveau chasseur à réaction P-80 Shooting Star. Lockheed développait le premier chasseur à réaction opérationnelle d'Amérique. Ils avaient besoin de pilotes de combat expérimentés pour le tester. Bang se porta volontaire. Il aimait voler, ne pouvait imaginer faire autre chose. Tester des jets semblait le travail parfait. Le matin du 6 août 1945, Bang arriva au terminal aérien Lockheed à Burbank pour un vol d'essai de routine. Le P-80 qu'il allait voler était le numéro de queue 4485048. Appareil flambant neuf tout juste sorti de la chaîne de production. Ce serait le 12e vol de Bang dans le P-80. Il avait accumulé un peu plus de 4 heures de temps de vol sur jet. L'appareil était différent de tout ce qu'il avait piloté auparavant. Pas d'hélice, poussée à réaction pure, accélération plus rapide, caractéristiques de maniement différentes.
Mais Bang était confiant. Il était pilote d'essai. C'était son travail. Bang fit son inspection avant vol, fit le tour de l'appareil, vérifia les surfaces de contrôle, chercha des fuites, examina le train d'atterrissage. Tout avait l'air bon. Il grimpa dans le cockpit, s'attacha, passa en revue la liste de vérification. Le moteur démarra normalement, tous les jauges montraient des lectures normales, tous les systèmes étaient vérifiés. À 14h30, heure locale, Bang reçut l'autorisation de décollage de la tour. Il roula jusqu'à la piste 15, fit monter le moteur une dernière fois. Tout normal. Il relâcha les freins et commença son roulage de décollage. Les témoins au sol virent le P-80 accélérer sur la piste, le virent décoller en douceur, le virent grimper à environ 90 à 120 mètres. La montée semblait normale. Puis ils virent de la fumée noire, des bouffées sortant du compartiment moteur. L'appareil commença à rouler à droite. Bang corrigea, nivela les ailes. La verrière se sépara, vola en arrière de l'appareil. L'appareil piqua du nez, commença à descendre. Le moteur avait lâché. Panne de la pompe à carburant. Moteur privé de carburant. Pas de puissance. Trop bas pour planer jusqu'à la piste. Trop bas pour une éjection normale. Bang essaya de s'éjecter, tira la commande manuelle. Le siège ne tira pas. Le système d'éjection du P-80 était primitif, peu fiable. Bang se détacha et essaya de s'éjecter manuellement, se leva dans le cockpit. L'appareil était en piqué prononcé, 90 mètres, 60 mètres, 30 mètres. Bang sauta, tira la poignée de déclenchement de son parachute. Le parachute se déploya, mais il n'y avait pas assez d'altitude, pas assez de temps. Comme Lynch, 15 mois plus tard, endroit différent, même résultat. Pas assez d'altitude. Le P-80 frappa le sol dans un quartier résidentiel de North Hollywood, né en bas. Impact énorme, explosion de carburant, boule de feu. Le corps de Bang fut trouvé à 30 mètres de l'épave, partiellement enveloppé dans les suspentes du parachute. Il avait 24 ans. La nouvelle de la mort de Bang atteignit le général Kenney alors qu'il se préparait à voler vers Manille. Kenney arrêta de penser à la bombe atomique qui avait détruit Hiroshima ce matin-là, arrêta de penser à la fin de la guerre, arrêta de penser à tout sauf au fait que Bang était mort. Kenney écrivit plus tard que tout le monde dans la 5e force aérienne sentait qu'ils avaient perdu quelqu'un qu'ils aimaient, quelqu'un qu'ils avaient été heureux de voir rentrer en sécurité 8 mois plus tôt, quelqu'un qui avait survécu 2 ans de combat seulement pour mourir dans un accident de vol d'essai. L'ironie était insupportable. Les journaux à travers l'Amérique publièrent la mort de Bang en première page. La plupart la placèrent directement sous les titres annonçant le bombardement atomique d'Hiroshima. Certains journaux donnèrent à la mort de Bang une importance égale au bombardement. La DESA d'Amérique, le pilote de chasse le plus célèbre du pays, mort à 24 ans. Le timing semblait délibérément cruel. La guerre se terminait. Bang avait survécu à tout ce que les Japonais lui avaient lancé. Et puis une pompe à carburant lâcha. Bang fut enterré au cimetière de Poplar à Poplar, Wisconsin le 8 août 1945. Marjorie Bang avait 21 ans, veuve après 6 mois de mariage. Elle ne se remaria jamais, devint mannequin et éditrice de magazines à Los Angeles, vécut jusqu'au 27 septembre 2003, 58 ans après la mort de Richard. Elle garda sa mémoire vivante, parla de lui lors de cérémonies, donna des artefacts au musée, s'assura que les gens se souviennent. Le général Kenney écrivit un livre sur Bang en 1960, intitulé Dick Bang, à DESA. Kenney dit que Bang était destiné à détenir le titre d'as de chasse américain de tous les temps. Avec les armes modernes, aucune guerre ne durerait assez longtemps pour qu'un pilote abatte 40 appareils à nouveau. Kenney avait raison. Aucun pilote américain ne s'est approché du record de Bang dans les 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les tactiques de Bang devinrent doctrine standard après la guerre, engagement à courte portée, positionnement agressif, utiliser la vitesse et l'altitude non pas pour éviter le combat, mais pour contrôler les termes du combat. Le manuel officiel ne mentionna jamais Bang par son nom, mais ses empreintes digitales étaient partout sur la nouvelle doctrine tactique. Ce qu'il avait découvert par essai et erreur dans les cieux au-dessus de la Nouvelle-Guinée devint la fondation de comment les pilotes de chasse américains se battirent pendant les 3 décennies suivantes. En 1955, l'US Air Force commença la construction de la base aérienne Richard H. Bang près de Milwaukee, Wisconsin. La base était censée être une base de chasseurs du commandement de défense aérienne protégeant Chicago et Milwaukee. La construction commença, les bâtiments s'élevèrent, les pistes furent nivelées. Puis l'Air Force changea d'avis, décida que la base n'était pas nécessaire, réassigna le projet au commandement aérien stratégique. Le commandement aérien stratégique décida qu'il n'en avait pas besoin non plus. La construction s'arrêta. La base partiellement construite fut abandonnée. En 1960, le terrain fut converti en zone de loisirs d'État Richard Bang. Un parc, pas une base aérienne. Un parc, c'était le mémorial officiel de Bang de l'US Air Force. Un parc, il y a un mémorial à Superior, Wisconsin. Le centre historique des vétérans Richard H. Bang, ouvert en 2002, contient des expositions sur la vie de Bang. Il a un P-38 restauré en exposition. Les visiteurs peuvent apprendre sur le plus grand tas de chasse d'Amérique, peuvent voir son uniforme, ses médailles, photographies, lettres, artefacts de sa vie. Le centre fait un travail important en préservant son histoire. Mais la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler de Richard Bang. Son nom n'apparaît pas dans la plupart des manuels d'histoire, il n'est pas enseigné dans les écoles, il ne fait pas partie de la mémoire culturelle de la Seconde Guerre mondiale. La plupart des gens peuvent nommer des généraux célèbres, peuvent nommer des batailles célèbres, ne peuvent pas nommer le pilote qui a abattu plus d'appareils ennemis que tout autre Américain de l'histoire. Les raisons de cette obscurité sont complexes. Bang mourut avant la fin de la guerre, manqua les défilés de victoire, manqua l'attention médiatique d'après-guerre qui transforma d'autres figures militaires en non familiers. Il était calme et modeste, ne cherchait pas la publicité, n'écrivit pas de mémoire, n'entra pas en politique, ne devint pas un défenseur de la puissance aérienne. Il voulait juste voler. Et quand il ne put plus voler, il disparut de la conscience publique. De plus, les as de chasse sont plus difficiles à commémorer que d'autres héros militaires. Leurs accomplissements sont individuels plutôt que collectifs.
Ils ne capturent pas de terrain, ne gagnent pas de bataille, ne sauvent pas de ville. Ils abattent des appareils ennemis dans un combat aérien chaotique que la plupart des gens ne peuvent visualiser ou comprendre. Le drame du combat aérien ne se traduit pas bien en monuments et manuels. C'est trop abstrait, trop technique, trop dépendant de la compréhension des tactiques tridimensionnelles, de la gestion de l'énergie et des taux de fermeture. La plupart des gens ne peuvent s'y identifier, alors ils oublient. Mais les gens qui volèrent avec Bang n'oublièrent jamais. Les pilotes de la 5e force aérienne racontèrent des histoires sur Bang pour le reste de leur vie. Dire à leurs enfants, dire à leurs petits-enfants, dire à quiconque voulait écouter. Ils voulaient que les gens sachent que le garçon de ferme calme du Wisconsin avait été le pilote de chasse le plus mortel de l'histoire américaine, qu'il avait régné sur les cieux de la Nouvelle-Guinée aux Philippines, qu'il avait sauvé d'innombrables vies américaines en détruisant des appareils japonais avant qu'ils puissent attaquer les positions américaines, qu'il avait tout fait avec humilité, grâce à une absence complète d'arrogance. Marjorie Bang passa 58 ans à s'assurer que les gens se souviennent. Elle donna des interviews, assista à des salons aéronautiques, parla lors de cérémonies militaires, donna les affaires de Richard au musée. Elle ne laissa jamais sa mémoire s'effacer. Elle dit que Richard aurait été embarrassé par l'attention, aurait dit qu'il faisait juste son travail, aurait dit que les vrais héros étaient les pilotes qui moururent au combat. Mais Marjorie savait mieux. Elle savait que Richard était spécial, savait ce qu'il avait accompli, savait qu'il méritait d'être rappelé. Le général Kenney raconta à chaque jeune pilote de chasse qu'il rencontra l'histoire de Richard Bang, comment Bang avait appris à se battre de Tommy Lynch, comment Bang avait développé la technique de combat rapproché, comment Bang avait volé 146 missions de combat sans être abattu, comment Bang avait survécu 2 ans de combat en étant plus intelligent, plus agressif et plus disposé à prendre des risques calculés que quiconque. Kenney dit que Bang représentait tout ce qu'un pilote de chasse devrait être, compétent, courageux, humble, concentré sur la mission plutôt que sur la gloire personnelle. La leçon de la vie de Richard Bang n'est pas qu'il a abattu 40 appareils japonais. La leçon est comment il l'a fait. Il ignora la doctrine quand la doctrine était fausse. Il apprit de quelqu'un qui avait une expérience de combat réelle plutôt qu'une connaissance théorique. Il adopta des tactiques considérées trop dangereuses par les standards officiels. Il réduisit la portée jusqu'à ce qu'il ne puisse pas manquer. Il prit des risques qui le terrifiaient parce que ne pas prendre ces risques signifiait manquer, et manquer signifiait que l'ennemi survivait pour tuer des Américains. C'est comme ça que l'excellence arrive à la guerre, non pas en suivant le manuel, non pas en faisant ce qu'on vous dit, mais en trouvant quelqu'un qui sait ce qu'il fait et en apprenant tout ce qu'il peut vous enseigner, en découvrant ce qui fonctionne vraiment au combat même si ça viole tous les règlements, en étant disposé à faire des choses qui vous font peur parce que l'alternative est pire. Richard Bang est mort il y a 80 ans. La plupart des gens l'ont oublié. Mais ses empreintes digitales sont toujours sur les tactiques de chasse américaines. Sa philosophie de combat rapproché agressif influence encore comment les pilotes de chasse s'entraînent. Sa volonté d'ignorer la doctrine officielle quand la doctrine était fausse inspire encore les aviateurs militaires à penser de manière critique sur ce qu'on leur enseigne. Dans sa ville natale de Poplar, Wisconsin, il y a un petit musée au lycée de Poplar contenant l'uniforme de Bang, ses 26 décorations, photographies, coupures de journaux, un fragment du P-80 dans lequel il mourut. À l'extérieur est monté un chasseur P-38 Lightning similaire à celui qu'il pilota. Le musée existe pour rappeler aux gens que des Américains ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires, qu'un garçon de ferme du Wisconsin est devenu le pilote de chasse le plus mortel de l'histoire américaine, que l'excellence vient de l'apprentissage, de l'adaptation et du refus d'accepter les limitations. C'est l'histoire de Richard Ira Bang, ADESA, 40 victoires confirmées, récipiendaire de la médaille d'honneur, garçon de ferme calme qui apprit à être létal en se rapprochant tellement qu'il ne pouvait pas manquer, mort à 24 ans d'une panne de pompe à carburant, enterré dans un petit cimetière de ville, oublié par la plupart, rappelé par les quelques-uns qui comprennent ce qu'il a accompli et comment il l'a accompli. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, prenez un moment pour liker cette vidéo. Ça nous aide à partager plus d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous à la chaîne du conflit pour rester connecté avec ces histoires. Chacune compte, chacune mérite d'être rappelée. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez. Notre communauté s'étend du Texas à la Tasmanie, des vétérans aux passionnés d'histoire. Vous faites partie de quelque chose de spécial ici. Merci de regarder et merci de garder ces histoires vivantes.